Paris, hôpital Necker, service d'oncologie VIP. Isabelle de Montmorency, 32 ans, PDG d'un groupe pharmaceutique de 4 milliards d'euros, était mourante. Les meilleurs oncologues d'Europe s'étaient résignés après des mois d'échecs. Il lui restait 3 mois à vivre, peut-être moins, mais cette nuit de novembre, alors que tous dormaient, Isabelle s'effondra dans le couloir désert du service, une hémorragie interne la faisant saigner de la bouche. Baptiste Moreau, 35 ans, concierge veuf de l'hôpital, la trouva dans une mare de sang. Au lieu d'appeler les médecins comme le protocole l'exigeait, il fit quelque chose d'impensable. Il la prit délicatement dans ses bras et la porta dans la chapelle silencieuse de l'hôpital. Sa fille Camille, 8 ans, qui l'accompagnait pendant son service de nuit faute d'alternative, observa la scène avec des yeux écarquillés, mais sans peur. L'enfant demanda pourquoi la dame pleurait du sang, et Baptiste répondit qu'elle avait cessé de croire au miracle, mais qu'ils allaient lui réapprendre. Ce qui se passa dans les mois suivants défia toute logique médicale connue. Isabelle survécut non seulement bien au-delà des prévisions, mais sa guérison bouleversa la communauté scientifique entière. Et le secret n'était dans aucun médicament révolutionnaire, mais dans l'amour inconditionnel d'un concierge qui avait déjà tout perdu et ne voulait pas voir une autre vie s'éteindre dans le vide de la solitude. Isabelle de Montmorency avait conquis le monde des affaires avant ses 30 ans. PDG de Pharmalux France, elle avait révolutionné le marché pharmaceutique avec des thérapies innovantes qui avaient sauvé des milliers de vies, multipliant la valeur de l'entreprise par 12 en 6 ans seulement. Les médias l'appelaient l'impératrice de la pharmacie. Le Figaro l'avait mise en une 4 fois. Le gouvernement la consultait régulièrement pour les politiques de santé publique. Mais dans cette suite privée luxueuse de l'hôpital Necker, qui coûtait 6 000 € par jour, Isabelle n'était plus qu'une patiente terminale parmi d'autres. Leucémie myéloïde aiguë en phase avancée, résistante à toute chimiothérapie connue, y compris les médicaments expérimentaux de sa propre entreprise. L'ironie était aussi cruelle qu'inévitable. La femme qui avait consacré sa vie à sauver les autres ne pouvait se sauver elle-même. Il était 3 heures du matin quand Isabelle se leva du lit, ignorant les moniteurs qui la surveillaient constamment. Elle ne supportait plus ces murs blancs qui semblaient se resserrer chaque nuit davantage. L'odeur d'antiseptique mélangée au parfum Chanel que les infirmières vaporisaient vainement pour la masquer, les visages compatissants des médecins qui n'entraient que pour confirmer ce qu'elle savait déjà. Il n'y avait plus rien à faire. Elle marcha dans le couloir désert, entraînant sa perfusion, la chemise de nuit en soie, importée de Lyon qui pendait sur son corps squelettique. 38 kilos pour 1,75 m. Un spectre, avec encore les yeux féroces de celle qui avait dirigé des empires, mais ne dirigeait plus même son propre corps. Ce fut devant la baie vitrée donnant sur Paris illuminé que son corps céda définitivement. L'hémorragie interne, prévue par les médecins mais pas si tôt, la frappa comme la foudre. Isabelle s'effondra sur le sol luisant que Baptiste Moreau venait de nettoyer, le sang coulant de sa bouche formant une flaque sombre sur le linoléum blanc. Baptiste terminait son service nocturne, accompagné comme toujours de Camille. Depuis que sa femme Marie était morte 2 ans plus tôt d'un cancer du sein, il n'avait personne à qui confier l'enfant pendant les services de nuit. La direction de l'hôpital fermait les yeux avec compassion. Baptiste était le meilleur concierge qu'ils aient jamais eu, fiable, silencieux, invisible, comme seuls les grands travailleurs savent l'être. Et Camille était une présence tout aussi discrète, une enfant qui avait vu trop pour son âge et avait appris que le silence était souvent la meilleure compagnie. Cette nuit-là, Camille avait insisté pour accompagner son père dans sa ronde de nettoyage, au lieu de dormir dans le bureau. À 8 ans, elle voulait se rendre utile, traînant un petit balai jouet que Baptiste lui avait acheté pour qu'elle se sente impliquée. En réalité, Baptiste savait que les cauchemars sur sa mère la tourmentaient encore et préférait la garder près de lui. Ce furent eux qui trouvèrent Isabelle. Camille vit la première, la silhouette effondrée, et appela son père d'une voix étrangement calme. Baptiste lâcha tout et courut. Son premier instinct fut d'atteindre le bouton d'urgence sur le mur.
Mais quelque chose dans le regard d'Isabelle l'arrêta. Ce n'était pas la peur de la mort qu'il lisait dans ses yeux mi-clos. C'était quelque chose de pire, du soulagement, presque de la gratitude pour une fin qui arrivait enfin. Sans réfléchir, agissant par pur instinct, Baptiste la souleva dans ses bras. Elle était légère comme une enfant, tout en os et peau fine comme du papier de soie. Camille les suivit sans poser de questions. Elle avait appris que son père savait toujours quoi faire. Baptiste porta Isabelle dans la chapelle de l'hôpital, le seul endroit où il savait que personne ne les dérangerait à cette heure de la nuit. Il l'allongea délicatement sur le banc de bois devant l'autel, retira sa veste d'uniforme et la plaça sous sa tête comme oreiller improvisé. Le sang avait cessé de couler, mais Isabelle était pâle comme la cire des cierges votifs qui brillaient dans l'obscurité. Camille s'approcha avec le naturel de celle qui a déjà côtoyé la mort de près. Elle étudia le visage de la femme avec un sérieux adulte, puis prit la main froide d'Isabelle dans sa petite main chaude et commença à chanter doucement. C'était la berceuse que Marie lui chantait, une vieille chanson populaire parisienne qui parlait d'anges gardiens et d'étoiles veillant sur les dormeurs. Isabelle ouvrit lentement les yeux. Pour la première fois depuis qu'elle avait reçu le diagnostic 6 mois plus tôt, elle ne vit pas de pitié dans le regard de quelqu'un. Baptiste la regardait avec une compréhension profonde, pas de la compassion superficielle. Camille avec une curiosité innocente, pas de la peur. Et dans cette chapelle silencieuse, avec seulement un concierge et une enfant comme témoins, Isabelle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle pleura de vraies larmes, non de rage ou d'apitoiement sur soi, mais de soulagement d'être vue comme une personne et non comme un cas clinique. Le lendemain matin, les médecins trouvèrent Isabelle dans sa suite, ramenée par Baptiste avant l'aube, avec une discrétion absolue. Ils furent stupéfaits de la trouver assise dans son lit en train de manger, juste un peu de bouillon, mais c'était la première fois en semaine qu'elle acceptait de la nourriture volontairement. Le professeur Dubois, chef du service d'oncologie de renommée internationale, attribua l'amélioration à une rémission psychosomatique temporaire, fréquente dans les phases terminales quand le patient trouve une paix intérieure momentanée. Mais Isabelle savait que c'était quelque chose de plus profond. Pour la première fois en des mois, elle avait dormi sans les cauchemars récurrents de la mort. Le souvenir de la voix de Camille qui chantait, de la main calleuse mais douce de Baptiste qui essuyait son front, lui avait donné quelque chose que tous les médicaments du monde ne pouvaient lui donner, un moment d'humanité pure. Ce soir-là, Isabelle attendit avec une impatience inhabituelle. Elle savait que Baptiste travaillait de nuit du lundi au vendredi, toujours de 23h à 7h. À 23h précises, elle entendit le bruit familier du chariot de nettoyage dans le couloir. Elle se leva avec effort, marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. Baptiste était là, avec Camille, assise sur le chariot, qui lisait un livre d'école à la lumière faible du couloir. L'homme leva les yeux, sans surprise, comme s'il l'avait attendu. Isabelle remarqua pour la première fois les détails de son visage. 35 ans, porté avec dignité, beau d'une manière brute avec ses mains de travailleur et des yeux gris qui avaient vu trop de douleur pour son âge. Sans avoir besoin de mots, Isabelle les suivit à travers les couloirs déserts de l'hôpital. Cette fois, la destination ne fut pas la chapelle, mais une petite pièce que Baptiste utilisait comme bureau improvisé. Les murs étaient couverts de dessins colorés de Camille. Une photo d'une belle femme brune, qui devait être Marie, souriait depuis un cadre bon marché. Un canapé défoncé témoignait des nombreuses nuits où l'enfant avait dormi là pendant les longs services de son père. Ils s'assirent en silence pendant de longues minutes, puis Isabelle commença à parler. Elle raconta sa vie non comme elle l'aurait raconté à un journaliste, mais avec une vérité brute. Comment elle avait sacrifié toute relation personnelle pour le succès. Pas de mari, parce que les hommes se sentaient menacés par son pouvoir. Pas d'enfants, parce qu'il n'y avait pas de temps entre une fusion d'entreprise et une autre. Pas de vrais amis, parce que tout le monde voulait quelque chose d'elle. Seulement du travail, du pouvoir, de l'argent, qui ne signifiait maintenant rien face à la mort imminente. Baptiste écoutait pendant que Camille s'endormait, la tête sur les genoux de son père.
Quand Isabelle eut fini, il partagea son histoire avec la même honnêteté désarmante. Le lycée avec Marie, l'amour né entre les bancs malgré les différences sociales. Le mariage à 20 ans contre la vie de tous. Les difficultés financières. Les 3 fausses couches avant le miracle de Camille. Le diagnostic de Marie. 3 ans de chimiothérapie qui avaient épuisé toutes les économies. La mort dans une salle commune parce qu'il ne pouvait pas se permettre de soins expérimentaux. Il parla du vide dévastateur après l'enterrement, des pensées suicidaires arrêtées seulement par le besoin de Camille d'avoir au moins un parent, de la culpabilité qui le dévorait pour n'avoir pas pu donner à Marie les meilleurs soins, ceux qui l'auraient peut-être sauvée. Et Isabelle comprit. Cet homme ne la voyait pas comme la PDG milliardaire, mais comme une autre âme perdant la même bataille que sa femme avait perdue. Ce fut Camille, se réveillant soudainement avec cette capacité des enfants à saisir l'essentiel, qui proposa ce que les adultes n'osaient pas penser. Elle dit que son père soutenait toujours que maman était guérie dans l'amour même si morte dans le corps, et que peut-être Isabelle pouvait faire la même chose. Guérir dans l'amour avant de mourir dans le corps. Isabelle et Baptiste se regardèrent par-dessus la tête de l'enfant endormi. C'était absurde d'un point de vue rationnel. Elle avait 3 mois de vie selon les prévisions les plus optimistes. Il était un concierge qui gagnait 1 400 € par mois. Pourtant, dans cette petite pièce sans prétention, quelque chose d'indéfinissable naquit. Pas encore de l'amour romantique, mais quelque chose de plus profond. La décision silencieuse de ne pas laisser Isabelle mourir seule, de lui donner cette famille qu'elle n'avait jamais eue, même si c'était seulement pour le temps qui restait. Les semaines suivantes prirent une routine surréaliste. Le jour, Isabelle jouait le rôle de la patiente VIP pour les visiteurs de courtoisie. La nuit, elle descendait dans le royaume souterrain où Baptiste travaillait. Camille avait transformé le bureau paternel en refuge secret avec des guirlandes de Noël et des coussins colorés. Isabelle découvrit que le thé de supermarché bu avec eux avait la saveur inédite de la normalité. Baptiste remarqua des changements que les médecins ignoraient. Isabelle souriait spontanément, mangeait avec appétit, dormait sans sédatif. Camille la traitait sans pitié, lui demandant de l'aide pour les devoirs, et la grondant si elle ne finissait pas sa soupe. Cette brutalité innocente était plus thérapeutique que n'importe quel médicament. Le tournant arriva quand Isabelle eut une crise grave. Les médecins la déclarèrent en fin de vie, 48 heures au maximum. Baptiste et Camille se cachèrent dans sa chambre contre tout règlement. L'enfant grimpa sur le lit en l'embrassant, insistant qu'elle ne pouvait pas mourir avant de finir le conte qu'elles écrivaient ensemble. Baptiste prit sa main, transmettant par ce contact la force solide de celui qui avait déjà défié la mort. Isabelle rêva de vie au lieu de mort. Apprendre à Camille à faire du vélo, cuisiner avec Baptiste, être normal. Au réveil, les médecins trouvèrent l'inexplicable. Les valeurs sanguines s'étaient améliorées significativement. Le professeur Dubois parla de rémission spontanée rarissime. Isabelle connaissait la vérité. Son âme guérissait, entraînant le corps là où la médecine n'arrivait pas. 2 mois plus tard, Isabelle défiait toute prévision médicale. Elle marchait, mangeait, riait, la leucémie persistait dans les analyses mais semblait dormante. Pharmalux réclamait des décisions. Il fallait un nouveau PDG, les actionnaires se révoltaient. Une nuit dans le refuge, Isabelle annonça l'impensable. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Elle vendrait tout. Baptiste faillit s'étouffer, tandis que Camille applaudissait avec enthousiasme. L'enfant avait déjà planifié où mettre un lit pour Isabelle dans leur petit appartement. Isabelle pleura de joie quand Camille demanda si elle viendrait vivre avec eux. Ce serait le plus grand honneur de sa vie, même si courte. La vente bouleversa le monde financier. 4 milliards d'euros qu'Isabelle divisa avec précision, un fonds pour Camille, 3 milliards pour un centre de recherche sur la leucémie infantile, 500 millions pour un projet personnel.
Elle montra à Baptiste les plans d'une maison, pas luxueuse mais vraie, avec jardin pour Camille et cuisine pour Baptiste. Il objecta que c'était fou de construire pour un futur qu'elle ne verrait pas. Isabelle répondit que pour la première fois, elle construisait quelque chose de durable. Non pas une entreprise, mais un foyer où Camille grandirait aimée. Elle tut cependant une vérité. Elle tombait amoureuse. Elle remarquait les regards prolongés de Baptiste, son toucher plus délicat, Camille qui l'appelait naturellement Isa. À 32 ans, avec des mois de vie, elle découvrait l'amour. Elle soupçonnait qu'il était réciproque. C'était cruel et magnifique à la fois. Décembre apporta de la neige sur Paris, événement rare que Camille interpréta comme un bon présage. Isabelle avait quitté l'hôpital contre l'avis médical, s'installant officiellement pour des soins palliatifs à domicile, mais en réalité pour vivre ses derniers mois avec Baptiste et Camille dans leur modeste appartement de Belleville. L'appartement de 2 chambres était petit mais chaleureux. Isabelle dormait dans la chambre de Camille, tandis que l'enfant avait insisté pour dormir avec son père, pour tenir compagnie à Isa. Les voisins murmuraient sur cet arrangement étrange, mais voyant le bonheur radieux de Camille et la renaissance de Baptiste, ils finissaient par se taire. La nouvelle maison était en construction rapide, elle serait prête pour février. Isabelle supervisait les travaux par tablette depuis le canapé. Trop faible pour les visites de chantier, mais l'esprit toujours vif. Camille avait personnellement choisi les couleurs de chaque pièce. Baptiste avait conçu la cuisine de ses rêves. C'était un projet familial, même si personne n'osait encore prononcer ce mot. Le 15 décembre, tout bascula. Isabelle eut la pire journée depuis le début de la rémission. Vomissements incessants, fièvre élevée, délire. Baptiste prit un jour de congé, Camille resta à la maison. Ils étaient tous les 3 dans le lit double regardant un vieux film de Noël quand Isabelle cessa de respirer. Baptiste commença immédiatement le massage cardiaque pendant qu'il criait à Camille d'appeler le SAMU. L'enfant composa le numéro avec des doigts étrangement fermes, puis revint prendre la main d'Isabelle en répétant obsessionnellement qu'elle ne pouvait pas partir, pas maintenant qu'ils étaient une famille. Les secouristes arrivèrent en 5 minutes, stabilisèrent Isabelle et la transportèrent d'urgence à Necker. Le professeur Dubois fut brutalement honnête. C'était la fin. Les organes défaillaient en cascade, question d'heure au maximum. Baptiste signa d'une main tremblante les documents de non-réanimation, comme Isabelle l'avait demandé des mois plus tôt. Mais Camille refusa catégoriquement d'accepter le verdict. Elle grimpa sur le lit d'hôpital ignorant les protestations des infirmières et commença à raconter. Elle raconta l'histoire qu'elles avaient écrite ensemble, mais en changeant la fin. Dans leur version, la princesse mourait. Dans celle de Camille, l'amour du chevalier et de la fée était si fort qu'il brisait toute malédiction. Baptiste se joignit au récit, décrivant la maison qu'il construisait, les Noëls futurs, les étés à la mer qu'ils vivraient ensemble. Ils parlèrent pendant des heures, remplissant la chambre de futur, tandis que les moniteurs marquaient le déclin inexorable. Mais à l'aube du 16 décembre, l'inexplicable se produisit. Les moniteurs commencèrent à sonner non pas des alarmes de mort, mais des signaux d'amélioration. Les valeurs d'Isabelle remontaient, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Le professeur Dubois accourut dans la chambre, vérifia et revérifia les examens. C'était médicalement impossible et pourtant indéniable. La leucémie régressait spontanément. Elle ne disparaissait pas, mais se retirait, comme une armée abandonnant le champ de bataille. En 48 heures, Isabelle passa du lit de mort à s'asseoir et manger. En 1 semaine, elle marchait. La veille de Noël, elle fut libérée. Les médecins étudieraient pendant des années ce cas de rémission spontanée. Isabelle, Baptiste et Camille connaissaient une vérité que la science ne pouvait mesurer. L'amour ne peut pas toujours vaincre la mort, mais parfois, il peut la convaincre de reporter le rendez-vous. La veille de Noël, dans le petit appartement de Belleville, avec un sapin tordu décoré par Camille et un dîner cuisiné par Baptiste, Isabelle fit quelque chose de non planifié. Pendant que Camille dormait épuisée de joie, elle s'agenouilla devant Baptiste et sortit un simple anneau d'argent.
Elle ne prononça pas de longs discours, demanda simplement s'il voulait l'épouser, lui donner la famille qu'elle n'avait jamais eue pour le temps qu'il restait. Baptiste la releva doucement, l'embrassa pour la première fois. Un baiser doux, salé de larmes des deux. Sa réponse fut un simple oui répété 1000 fois, tandis qu'il la serrait comme s'il pouvait la protéger de la mort par la seule force de l'étreinte 5 ans plus tard. Isabelle Moreau était assise dans le jardin de la maison qu'ils avaient construite ensemble à Fontainebleau. Pas le château pharaonique qu'elle aurait pu se permettre, mais une maison de 400 mètres carrés où chaque brique avait été posée en pensant à l'avenir de Camille. Chaque pièce conçue pour contenir des souvenirs plutôt que des objets de luxe. La leucémie n'avait pas disparu. Elle vivait toujours dans son sang comme un volcan endormi, présente mais inactive. Tous les 6 mois, les examens montraient la même situation paradoxale. La maladie était là, mais ne progressait pas. Les médecins avaient cessé de chercher des explications rationnelles. Certains parlaient d'un nouvel équilibre immunitaire, d'autres de mutations génétiques spontanées. Isabelle savait que la vérité était plus simple et plus mystérieuse. Elle avait trouvé une raison de vivre plus forte que la raison biologique de mourir. Camille, maintenant 13 ans, sortit de la maison avec sa tenue pour le spectacle de danse. Elle était devenue une danseuse extraordinaire, unissant la grâce naturelle de Marie à la détermination acquise d'Isabelle. Elle l'appelait maman depuis 3 ans, depuis qu'Isabelle et Baptiste s'étaient mariés dans une cérémonie simple, dans la chapelle de l'hôpital, où tout avait commencé. Baptiste la suivit, élégant dans le costume qu'il portait avec aisance. Il n'était plus concierge depuis 4 ans. Avec le soutien discret d'Isabelle, il avait ouvert une petite entreprise de nettoyage qui employait 20 personnes, tous d'anciens collègues en difficulté. Ce n'était pas un empire, mais c'était le sien, construit de ses propres mains, et il en était fièrement fier. Mais le vrai miracle était assis sur la couverture à côté d'Isabelle. Louis, 2 ans, né contre toute prévision et avis médical. Quand Isabelle avait découvert sa grossesse, tout le personnel médical de Necker avait insisté pour une interruption immédiate. La grossesse la tuerait certainement. Isabelle avait refusé avec une fermeté absolue. Si elle devait mourir, elle voulait laisser à Baptiste et Camille quelque chose de vivant, pas seulement des souvenirs et de l'argent. Louis était né sain et parfait après un accouchement qui avait laissé Isabelle dans le coma pendant 1 semaine. Quand elle s'était réveillée, la première vision avait été Baptiste berçant le nouveau-né pendant que Camille lui caressait les cheveux en chantant la même berceuse de cette première nuit. Isabelle avait compris à ce moment que le paradis n'était pas un lieu post-mortem, mais un instant de grâce absolue qu'on peut créer en étant vivant. Le centre de recherche Marie Moreau pour la leucémie infantile, nommé d'après la première épouse de Baptiste, en signe de respect et de continuité, avait déjà sauvé des dizaines d'enfants avec des thérapies innovantes. Isabelle s'y rendait chaque semaine, non pas comme PDG ou philanthrope, mais comme témoin vivant que les miracles existent, même s'ils ne prennent pas toujours la forme attendue. Pharmalux, sous la nouvelle direction, prospérait. Isabelle recevait toujours des dividendes qu'elle utilisait pour la famille et le centre. Parfois, elle riait en repensant à sa vie d'avant, seule dans un penthouse de 10 millions, entourée d'objets précieux et de vides existentiels. Maintenant, elle vivait dans une maison normale, conduisait une Renault, faisait ses courses au Carrefour. Et elle était infiniment plus riche dans tout ce qui comptait vraiment. Au spectacle de Camille, assise entre Baptiste avec Louis sur les genoux, Isabelle observa son improbable famille. Un concierge veuf devenu entrepreneur et mari dévoué. Une enfant qui avait gagné une seconde mère. Un fils qui n'aurait pas dû exister. Et elle, l'ancienne PDG, qui avait troqué un empire financier contre un empire affectif, réalisant l'affaire du siècle. Camille dansait sur scène avec une grâce éthérée. Au milieu de la représentation, elle s'arrêta un instant, chercha Isabelle dans le public et lui envoya un baiser volant. Le public pensa que cela faisait partie de la chorégraphie. Seuls eux 3 connaissaient la signification de ce geste. Le signal secret qu'ils échangeaient chaque matin comme rappel qu'ils étaient toujours ensemble, toujours vivants,
toujours une famille. En rentrant chez eux dans le monospace plein de miettes et de rires, Isabelle contempla le ciel étoilé par la fenêtre. Quelque part là-haut, elle l'imaginait. Marie souriait en approuvant. Elle lui avait confié inconsciemment sa famille et Isabelle avait tenu la promesse non dite. Les aimer de tout son cœur pour tout le temps accordé, que ce soit un jour ou une vie entière. Baptiste lui prit la main en conduisant, un geste automatique après des années d'intimité. Isabelle réfléchit à voix haute qu'en un sens, elle était déjà morte 5 ans plus tôt dans cette suite d'hôpital. Isabelle de Montmorency, la PDG, était défunte, et Isabelle Moreau était née de ses cendres, et Isabelle Moreau était immortelle parce qu'elle vivait dans l'amour qu'ils avaient construit ensemble, brique par brique, jour après jour. Camille, depuis le siège arrière, interrompit les réflexions philosophiques en demandant ce qu'il y avait pour le dîner, ramenant tout le monde à la normalité bénie du quotidien. Ils rirent ensemble, même Louis qui ne comprenait pas mais aimait le son de la joie partagée. En entrant dans l'allée de la maison, Isabelle vit la pancarte que Camille avait faite pour l'anniversaire de Baptiste. Maison Moreau, où les miracles sont faits maison. C'était kitsch et parfait à la fois, comme leur famille, comme leur histoire, comme la vie qu'ils avaient construite sur les cendres de la mort annoncée. Ce soir-là, Isabelle écrivit dans son journal une habitude prise de Camille. Elle écrivit une lettre à la mort, la remerciant paradoxalement pour le temps accordé. Pas beaucoup en termes absolus, mais ces 5 années valaient plus que les 50 ans qu'elle aurait vécu seule dans son penthouse doré. Elle avait aimé et avait été aimée. Elle avait créé la vie là où il n'y avait qu'une fin. Elle avait transformé un concierge en roi de sa petite entreprise, une enfant orpheline en fille, elle-même de PDG en mère. 10 ans après cette première nuit dans la chapelle, Isabelle est toujours vivante. Les médecins ont cessé de faire des prévisions, se rendant au mystère. Camille est sur le point d'obtenir son diplôme en médecine, inspiré par l'histoire qu'elle a vécue. Louis est un enfant sain et vif. Baptiste a les cheveux gris, mais les mêmes yeux gentils de toujours. Chaque soir, avant de dormir, ils observent leur rituel. Ils se tiennent la main en cercle et prononcent simplement « encore un jour ». Non par peur, mais par gratitude. Parce que chaque jour volé à la mort est un jour donné à l'amour. Et selon cette mesure, Isabelle Moreau était devenue la femme la plus âgée du monde, ayant vécu plus d'amour en 10 ans que la plupart des gens n'en vivent en un siècle. La PDG que tous les médecins avaient échoué à sauver avait été sauvée non par la médecine, mais par un concierge qui lui avait enseigné la différence entre survivre et vivre. Et cette différence avait fait toute la différence du monde. Mettez un like si vous croyez que l'amour peut accomplir des miracles que la science ne peut expliquer. Commentez avec le moment qui vous a le plus touché. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour trouver famille et espoir. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui démontrent comment la vie triomphe quand elle trouve sa raison.